Et rebonjour tout le monde, rebonjour Fabrice. Bonjour Jean-Luc. Alors, comme tu l'as dit, là ici, on va se focaliser sur les réflexes qui sont liés à l'homéostasie. Oui, Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, tout simplement? oui, en fait. Euh, pour moi, l'homéostasie, c'est un ensemble de réflexes conditionnés, puisqu'ils arrivent dans certaines conditions. Tu vas transpirer quand tu vas avoir chaud, tu vas frissonner quand tu auras froid. Donc en fait, les conditions sont la base du réflexe. Et celui qui a étudié les réflexes dans certaines conditions, c'est Pavlov. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble de réflexes conditionnés par l'homéostasie et que c'est tellement conditionné qu'on ne se rend même plus compte qu'on les a tous. On sait qu'on les a tous, mais on ne se rend même plus compte qu'ils n'apparaissent que dans certaines conditions. Donc, Ivan Pavlov a eu le prix Nobel pour avoir montré qu'un chien pouvait saliver, certes, devant sa pâtée, puisque ça, c'est l'homéostasie de base, c'est celle qu'on a tous en commun, Mhm. mais pouvait aussi saliver dans d'autres conditions. Alors, je m'explique. Quand on présente une pâtée à un chien, il sait très bien que manger, c'est bon pour lui, que ça va être une récompense pour son organisme, que ça va lui procurer du plaisir. Et donc, il se prépare déjà à se mettre dans les conditions d'absorber ça au mieux. Il va saliver pour pouvoir faire glisser la nourriture, pour pouvoir la prédigérer, ce qui va mettre ça sur les meilleurs rails dans son organisme. C'est bon pour lui, donc il sait que ça va être bon pour lui, il se prépare déjà dans ces conditions-là à faire ce qu'il doit faire pour que ça soit le meilleur profit dans son organisme. Pour son homéostasie, c'est bon. Maintenant, Pavlov, il a montré qu'en intercalant une cloche avant de présenter la pâtée au chien, à partir d'un certain moment, le chien assimile la cloche à la pâtée. Et que même si on lui présente plus de pâtée derrière, il va continuer à saliver à la cloche, puisqu'il y a une forme d'image mentale qui s'est constituée, un représenté de la situation qui associe définitivement la cloche à la pâtée. Ça, c'est un Ok. réflexe conditionné qui n'est plus de l'homéostasie, puisqu'il ne mange pas derrière, mais qui est un représenté de la pâtée à travers quelque chose qui est devenu euh, une action qui n'a rien à voir avec ça. La cloche n'a rien à voir avec la pâtée, sauf pour le chien. Et il va réagir à ce rien à voir avec ça. Ok. D'accord. D'accord. Et Oui, ok. donc, en fait, à partir d'un certain moment, l'homéostasie du chien est devenue complètement perturbée parce qu'il a sa propre vision de la situation. Et ça va Oui, certainement te parler puisque toi, c'est ton cheval de bataille. effectivement, effectivement. Sachant aussi, oui, que si on mettait un autre chien face à la même clochette, lui ne s'aliverait pas. Donc, c'est bien aussi que c'est Exactement. une modification spécifique. Pire encore, pour donner de l'eau à ton moulin, pire encore, si ce n'était pas Pavlov qui présentait la cloche, le chien ne salivait pas. Parce que le chien associait la cloche et la nourriture, mais il associait la nourriture à celui qui le nourrissait habituellement. Donc il fallait que ce soit son soigneur habituel qui soit présent quand la cloche sonnait pour que le chien salive. C'est très intéressant de se rendre compte de ça parce que ça veut dire qu'il y a des conditionnements qu'on connaît et des conditionnements qu'on ne connaît pas. Et que dans un cas comme dans l'autre, ça va activer ou ne pas activer de manière totalement inconsciente un réflexe. Et que ce réflexe, il peut très bien être comportemental comme il peut très bien être biologique. Mhm. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi, désolé, je te coupe dans ta lancée, est-ce que ça peut Oui. du coup vouloir dire aussi que dans certains cas de figure, des gens vont agir d'une certaine façon, avoir la conviction qu'ils agissent de leur propre chef totalement, de manière totalement réfléchie, alors qu'en réalité, il y a une raison motrice derrière beaucoup plus forte, un conditionnement fort dont les gens n'ont parfois même pas du tout conscience. Oui, et donc ils peuvent confondre la cloche avec le soigneur. Donc se dire chaque fois que la cloche sonne, je réagis comme ça, mais c'est avec un certain soigneur que ça se passe comme ça, pas avec tout le monde. Donc dans certaines conditions, il y a des conditions qu'on connaît, des conditions qu'on ne connaît pas. L'important dans cette situation-ci aujourd'hui par rapport au confinement, c'est que ça va mettre en lumière plein de choses qu'on ne connaît pas nécessairement de ces comportements, dans les interactions sociales, etc. En termes de plus ou de moins, en termes de manque de contact social, en termes de confinement avec des personnes avec qui on n'a plus envie d'avoir de contact social. Tout ça va être mis en lumière et ça va permettre justement de faire ressortir les conditionnements pavloviens qui sont derrière. Ça nous permettra de donner des pistes de solutions par rapport aux gens qui ne supportent pas le confinement actuellement. Mhm. Donc On en parlera dans une capsule prochaine. oui, pour le métaphoriser, ça pourrait vouloir dire que là, finalement, nous sommes l'équivalent du chien de Pavlov, sauf que nous, on n'a pas juste la clochette, on a une cinquantaine de clochettes de sonneries différentes.
on a une cinquantaine de soigneurs habituels et potentiellement le confinement dans lequel on est ici nous amène à supprimer ou rajouter des choses en plus, des clochettes ou des soigneurs et potentiellement à modifier notre manière de voir les choses ou accepter en tout cas que certains conditionnements sont voués à être remis en question un peu tout seul. À être activé, oui. Oui, Et la chose qui est très amusante avec Pavlov en rapport avec la biologie, c'est que la réaction que le chien a, elle est 100% logique dans un mode de fonctionnement habituel. Saliver à la pâtée, c'est 100% logique. Donc, s'il salive à la cloche, c'est que pour lui, il y a une corrélation à 100% entre la cloche et la oui, bien sûr, pâtée. tout à fait. Donc, le symptôme qui se manifeste, qu'il soit comportemental, biologique, peu importe, le symptôme qui se manifeste devrait normalement, si on suit cette hypothèse-là, être toujours logique. Parce qu'il est corrélé à l'image mentale qui elle-même peut être inconsciente. Mais le symptôme, lui, il est corrélé à quelque chose de manière logique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça me semble clair, oui, ça me semble très très clair en fait. D'accord. Donc, la réaction qui existe, il faut la considérer comme étant une réaction logique, ce qui va permettre de remonter le fil dans la pelote de laine. Si on se dit cette réaction-là, elle n'a rien à voir avec quelque chose de très précis, alors on peut la rattacher à tout et n'importe quoi, et de nouveau, on n'a plus les pistes de solutions qui sont les pistes les plus probantes pour en sortir. Quels sont les exemples que tu pourrais donner par rapport à ce confinement, par rapport à ce que les gens sont en train de vivre maintenant? Si on reprend l'exemple de Pavlov, est-ce que tu aurais des exemples tangibles, que ce soit des prises de conscience ou des solutions? Alors il y a deux pistes qui me semblent intéressantes. C'est qu'on sait aujourd'hui que ces mémoires-là, elles sont moléculaires et elles sont épigénétiques. Donc il y a une forme de stockage chimique de la mémoire dans notre organisme. Donc, ce stockage chimique, il se transmet de génération en génération. Si on prend un rat et qu'on le conditionne par des chocs électriques dans les pattes à avoir peur d'une odeur dans sa cage, on va amener sa descendance à avoir la même peur de la même odeur, Oui, alors alors que, qu'il n'y a jamais eu de oui, contact. eux n'ont jamais été en contact avec ça, effectivement. Oui, ils n'ont jamais été en contact avec ça auparavant et ils se sont, même quand on fait reproduire les rats in vitro, par fécondation in vitro, ça va donner les mêmes résultats sur la descendance. Donc, c'est cette preuve de la mémoire moléculaire et de la mémoire épigénétique qui est intéressante parce que ce que nous avons dans nos mémoires nous appartient. Ça n'appartient pas à notre père, à notre mère, à nos grands-pères, à nos grands-mères. Ça nous appartient à nous. Et solutionner cette mémoire, ce marquage épigénétique, c'est notre responsabilité à nous. Il y a trop de gens qui disent oui, mais ça ne m'appartient pas pour se défausser du travail à faire sur soi. C'est ça, oui. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça et c'est dû à un accident du passé qui revient là maintenant. Bon, Selon ça, toi, c'est donc? déjà, oui, Ouais. c'est déjà un stade de dire que c'est dû à un accident du passé. Hein, c'est déjà une conscience qu'il y a quelque chose à la source, plutôt que de dire chez nous c'est comme ça, point barre. Hein, alors que plutôt, c'est habituellement plutôt comme ça que les gens disent ben, nous, on est comme ça, dans notre famille, on est comme ça, voilà. Donc, il y a des mémoires héréditaires qui vont être activées ici par le confinement parce que le stress va les faire rechercher des solutions et des images mentales dans nos mémoires. Donc, tenons compte de ça. Si mon grand-père a été, pour parler du confinement, hein, si mon grand-père était mineur et qu'il a été confronté à des éboulis régulièrement où on a réussi à le sauver in extremis et des choses comme ça, le stress est lié au confinement dans la C'est ça. mémoire. Oui. Si mon autre grand-père, lui, était artificier ou je ne sais pas, il a été dans un bunker pendant les bombardements et c'est ça qui lui a sauvé la peau alors que tout le monde autour est mort. Oui, lui, il vivra extrêmement bien le confinement. Pour lui, ce serait un Je rapport à la sécurité. Tout à fait. Donc, dans un cas, c'est le danger, dans l'autre cas, c'est la sécurité. Donc, dans un cas, ça a une connotation négative, dans un cas, ça a une connotation C'est ça. positive. Et de la même manière, là, toi, tu parles de vie, enfin, pas de vie passée, mais en tout cas de générations précédentes. C'est une réalité aussi dans le présent. Si moi, j'ai été puni, j'étais enfermé quand j'étais puni, ce n'est pas la même chose que si, quand je me faisais punir, j'allais me cacher pour ne pas subir la punition. Le rapport va être différent. Ça revient un peu aux discussions qu'on avait eues. Oui, tout à fait. Mais c'est la notion d'expérience de vie. Hein. Donc, les mémoires vont aussi s'imprimer dans nos expériences de vie. Le chien de Pavlov, c'est une expérience de vie. C'est ça, oui. Mais s'il se reproduit derrière, il y a beaucoup de chances que dans sa descendance, certains membres vont se mettre à saliver aux cloches. OK. Et on ne D'accord. comprendra évidemment pas pourquoi. OK. Et donc, on ne Heu, pourra rien faire pour les aider sur le fond du problème. On pourra éventuellement bloquer la réaction par des médicaments, on pourra éventuellement leur enlever les glandes salivaires ou partiellement, mais on ne pourra pas
faire en sorte qu'il reste dans une homéostasie, qu'il retrouve en fait une homéostasie fonctionnelle, primitive. Et la cohérence somatopsychique, c'est de ça qu'elle s'occupe, c'est d'essayer de retourner aux fondamentaux fonctionnels avant que ça tourne mal, avant que le réglage ne se perturbe. Et pour ça, on a des techniques de correction du corps et des techniques de correction de l'émotionnel, etc., qui vont nous permettre de pouvoir aider les gens à réguler ça. Ok, et donc là encore, je vais peut-être au vent mauvais, mais ça revient aussi à dire que si une personne qui a réussi à se sortir de situations problématiques par le biais de la colère, euh, peut inconsciemment valider le fait que la colère est super utile dans les cas de stress. C'est une réalité aussi? Mais la colère est super utile en cas de stress puisqu'elle va te permettre d'appliquer des solutions que tu n'appliquerais pas si tu n'avais pas le stress. On sait très bien, imagine, tu as ton enfant se fait agresser sur la rue. Habituellement, tu n'es pas très combatif. Mais là, il va falloir l'être. Si tu veux le défendre, tu vas devoir sortir une colère qui va te faire faire des choses que tu ne pourrais pas faire en état normal. Donc la colère va être productive. Les émotions sont toujours productives. On pourra en reparler dans une prochaine capsule. Elles ne sont pas là pour rien, les émotions. Bien sûr. Et la Ok. colère est utile. Dans certaines circonstances, la colère est utile. C'est un moteur qui va te permettre de faire des choses. Donc, bien sûr que si on prend cet exemple-là, ça paraît clair. Si maintenant, en plus, c'était valorisé par la famille, en disant, mais voilà, tu vois, il est bien de chez nous, celui-là, il est colérique comme son grand-père, voilà. Évidemment qu'il y a une valorisation qui va être faite par l'entourage, donc il va y avoir une validation affective dans cet aspect-là, ce qui va évidemment amener dans la sphère affective aussi cette réaction-là. Pas seulement dans une réaction de défense reptilienne, on va dire, mais dans une réaction mammifère aussi, dans la réaction de l'interaction sociale. Et plus il va y avoir d'identification à cette réaction, plus on va rentrer dans la construction d'une psychologie autour de ça, puisque ça Ok, finit par devenir une identité, puisque c'est ce qui me fait reconnaître dans ma famille, c'est ça. par exemple. Hein. Bien sûr. Super intéressant. Est-ce que tu vois des choses à ajouter? Non, on a dit qu'on passait sur la capsule d'après. Là encore, si vous avez des questions, des remarques à faire, faites-le dans les commentaires de la vidéo. Et bah, du coup, Fabrice, je te propose de te retrouver pour la prochaine capsule qui va du coup s'intituler comment, dis-moi? Que je sache où j'en suis dans mes notes. Alors, je pense que maintenant, ce qui serait intéressant d'aborder, c'est justement comment nous réagissons au stress, pas dans les 180 degrés, mais comment on réagit face à un stress concret. Et on va prendre l'exemple des rats de laborie et voir comment lui a étudié le phénomène. Ok, nickel, et c'est parfait. Bah, du coup, on se retrouve très vite pour cette partie-là. À très bientôt!